and gentlemen, ladies and gentlemen, right now. Bon, salut tout le monde. Déjà, merci Alexandre et merci Claire pour l'invite. Donc, moi, je m'appelle Savinien, je suis CPO chez Partout. Du coup, Partout, nous, on est à peu près 250 collaborateurs maintenant, un peu à travers le monde. Et notre objectif, c'est d'aider les petits commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires sur Internet. Donc, on leur propose des outils de visibilité en ligne, de gestion d'avis, de messages, etc. Du coup, on a une équipe produit qui est composée d'une vingtaine de personnes avec du product management, du product design, du marketing, de la data et de la QA. Et c'est à peu près tout. Je te passe la main, Arthur. Merci Savinien. Alors moi je suis CPO chez JobTeaser, qui est d'une taille à peu près équivalente puisqu'on est 300 aujourd'hui. Donc on a 7 squads produits aujourd'hui et une trentaine de personnes dans le département produit, donc qui sont décomposées entre les product managers, le design et la data, donc assez similaire à Savinien. Et pour ceux qui ne connaissent pas JobTeaser, aujourd'hui on est l'intranet des étudiants lorsqu'ils sont à l'université ou en école. Donc, ils vont trouver sur cet intranet du contenu, des offres de stage, des offres d'emploi ou des événements qui sont faits par les entreprises. Donc, on est un peu la jonction entre le monde des études et le monde du travail pour toute la nouvelle génération. Et la particularité de la boîte, je vous mentionne parce que ça pourra être pertinent pour la discussion, c'est qu'on a 3 clients, 2 clients B2B. On offre notre solution d'intranet aux écoles, ça devient leur intranet principal. On fait payer aux entreprises le fait de diffuser dans notre réseau. C'est ça notre business model. Une entreprise va payer pour en un clic diffuser une offre de stage à licence d'université. Et évidemment, on a une facette B2C parce que l'étudiant doit s'y retrouver là-dedans et utiliser le produit. Donc, on a un modèle assez complexe dans lequel, en effet, on en est venu à implémenter des OKR. Et du coup, Arthur, sur ce sujet-là, on va direct rentrer dans le sujet, dans le cœur du jeu des OKR. Pourquoi? C'était quoi le besoin à l'origine? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Et pourquoi les OKR? C'est une excellente question de parler du pourquoi. Nous, on avait un contexte en fait où fondamentalement notre niveau de certitude sur le produit à construire, il baissait. On a commencé, entre guillemets, il a fallu faire des trucs un petit peu évidents pour devenir l'intranet des écoles. Il y avait des fonctionnalités qu'on appelait un peu les table stakes, les mises d'entrée au poker, pour être pertinent. Et ça, c'était clair. Donc, on n'avait pas besoin d'un fonctionnement, entre guillemets, qui autonomisait les équipes. C'était plus de la delivery, du cycle envoyé, ça marchait très bien. Moi, je suis arrivé après dans une phase où ça suffisait plus. Et pour atteindre nos objectifs, il fallait trouver ou construire des produits qui n'existaient pas encore. Donc, je pourrais m'étendre un peu là-dessus, mais où il n'y a pas de concurrent, il n'y a rien. Et donc, il fallait un petit peu une méthode qui laisse de la flexibilité aux équipes pour déduire le bon produit sur le terrain et itérer très vite. Donc, de s'engager sur des métriques plutôt que sur une fonctionnalité où on n'est pas sûr qu'elle va marcher ou non, c'était pour nous la voie d'y arriver. Il y avait aussi un besoin de réguler la surface produit. On avait notre fonctionnement d'avant qui la faisait grossir, et c'était un problème. Nous, on aimait bien le côté des OKR pour qui est un peu plus darwiniste, on va dire, parce que ça élimine les fonctionnalités qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs. En tout cas, c'était notre intention. C'était de faire exclusivement des choses qui, in fine, apportent de la valeur et d'enlever le reste pour arrêter un peu les protubérances et avoir un truc qui est incontrôlable. Et le dernier truc qui est fondamental aussi, c'est qu'on venait de lever pas mal, on venait de lever 50 millions. On avait l'ambition d'ouvrir, 13 squads produits à l'époque. Finalement, Covid aidant, on en a ouvert que 7. Mais il y avait un gros besoin de scalabilité. Les OKR, on voyait ça comme une vision pour que la décision soit décentralisée au niveau de l'équipe, en fait, que ce soit eux qui soient vraiment les responsables pour choisir quelle fonctionnalité on doit mettre en place pour atteindre la métrique. Et ça scale beaucoup plus qu'une organisation un peu top-down où c'est le management qui décide, parce que décider pour 13 squads ce qu'il faut faire et faire les roadmaps, ça devient un énorme casse-tête. Donc on s'est dit, demain on est 20 squads, c'est la voie à choisir. Ok, trop bien, merci. Savinien, si tu veux nous en dire plus. Ouais, alors nous, la raison, elle est vachement plus simple que ça. C'est que, alors déjà, on a commencé en 2018 à bosser sur les OKR, en tout cas à s'y intéresser. La raison pour laquelle on s'y intéressait, c'est qu'on était une vingtaine à ce moment-là. On avait plusieurs petites équipes et en fait, on ne savait pas trop d'une équipe à l'autre quels étaient les objectifs à réaliser, surtout quelles étaient les méthodes de travail, le nombre de personnes à recruter, etc. Et il y avait un deuxième sujet qui était que personne n'était vraiment aligné sur la vision totale de l'entreprise à ce moment-là. Et donc, on a essayé de mettre en place des OKR pour pouvoir réaligner un peu tout le monde sur une vision d'entreprise et ensuite pouvoir avoir de la visibilité d'une équipe à l'autre sur leur réalisation. Alors.
Trop bien, ouais. Donc d'une partie, enfin d'un côté, il y a vraiment ce sujet d'alignement autour d'une vision, d'une stratégie. Et Arthur, toi de ton côté, il y a vraiment aussi ce besoin de décentraliser pour recréer limite des entreprises dans l'entreprise quoi, avec une forte autonomie. Euh, Trop bien, bah, du coup, première implémentation des OKR, vous vous dites c'est important, c'est intéressant, on se lance dessus. Vous y êtes pris comment? Alors, de notre côté, en fait, j'ai eu la chance d'avoir eu des expériences ratées avec les OKR avant Job Teaser. On avait essayé de le faire chez Dashlane à l'époque, ça avait été un petit peu l'enfer. Donc, on a essayé de faire le truc le plus simple possible. La raison du raté, nous, c'était que c'était trop une usine à gaz. En général, les gens essayaient de faire un système parfait. Vous savez, les OKR, souvent, on les définit au niveau de la boîte pour la boîte, après on les décline au produit, après on les redécline niveau squad. Toutes ces déclinaisons, ça amène énormément de process. On s'est dit, on va faire un truc super simple. Donc, on a fait un pilote qui était exclusivement sur le département tech et produit. On a établi des EKR en fait avec le CODIR qui était ce qu'on pensait que le produit devait atteindre comme valeur à la fin de l'année. On a eu 2 objectifs et au sein de ces objectifs, on avait en tout 5 KR. Quoi. Et donc, nos 2 objectifs sont devenus les 2 tribes et les KR sont devenus les squads. Donc, c'était extrêmement simple. Une squad égale un KR. Plusieurs KR se regroupent dans une tribe. Et on s'est dit, on fait un pilote pendant 4 mois. On essaye de voir et si ça fonctionne, on pourra étendre le système au reste de l'entreprise. Un autre sujet d'échec qu'on avait vu, notamment chez Dashlane, quand on avait essayé de les mettre, c'est qu'on avait essayé de garder la roadmap d'avant. On avait défini des OKR et après, on essayait de faire exister les deux en parallèle. Ça, on pourra rentrer un peu dedans parce qu'on avait déjà défini les fonctionnalités qu'on voulait faire et compagnie. Et du coup, on avait eu des problèmes où on essayait de rétrofiter la roadmap dans les OKR, quoi, de justifier a posteriori les projets qu'on avait choisis pour les faire correspondre aux OKR. Et ça, pour moi, ça a infirmé le but de la méthode. Donc, ce qu'on a imposé, c'était d'abandonner les roadmaps. Le périmètre d'une squad devient exclusivement son key result et cette squad peut toucher à n'importe quelle partie du produit pour l'atteindre. Et on ne communique plus sur des roadmaps à partir du moment où on lance ça. On le verra après, mais on a communiqué sur un autre objet qu'on appelle un arbre d'opportunité, mais qui a le mérite d'inclure un petit peu toute l'incertitude à la conception de produits et qui laisse de la flexibilité sur les solutions, contrairement à une roadmap. Donc c'est ça pour résumer notre première implémentation. C'était des OKR simples avec le CODIR, une correspondance directe entre les objectifs et les tribes, les KR et les squads, 5 squads, 5 KR, et cet arbre d'opportunité, puis le roadmap, et c'est parti. Et du coup, donc ce qui a beaucoup motivé cette première itération, c'était en fait l'abolition des projets ou de l'output de ce qu'on va réaliser pour aller vers quelque chose qui est orienté impact en fait. Ça. Exactement. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour donner un exemple super concret, nous, on faisait pas mal de chiffres d'affaires. Les entreprises nous payent vachement pour recruter des stagiaires. On a quasiment un monopole. On devait trouver des nouveaux produits à ce moment-là pour faire des relais de croissance pour la boîte. Et on n'avait pas d'idée de ce que c'était ces produits. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, le key result là-dessus, c'est simple. C'est de trouver un produit en un an où on est confiant qu'il y a 4 millions d'euros de traction, quoi. Et les PM, les squad leads avaient toute la latitude pour eux-mêmes faire des tests pour trouver ce produit. Voilà, on ne connaissait pas en amont ce qu'il fallait faire, donc ça revenait à laisser de la flexibilité là-dessus et d'implémenter ça en mode un peu pur, quoi. Vous avez une métrique et vous êtes responsable de trouver maintenant ce qu'il faut. Ok, trop bien. Ça veut bien, je te laisse le micro. Ouais, alors moi, c'est un peu différent. C'est assez marrant ce que tu dis, Arthur, avoir cette métrique-là. Nous, on le décline ça en fait dans 2 tribes séparés sous forme de North Star métrique, mais en fait, c'est vraiment décorrélé des OKR. Donc, c'est assez marrant. En fait, nous, quand on a commencé en 2018, ce qu'on appelait des OKR, c'était pas vraiment des OKR, c'était plutôt en fait certaines checklists, on dira par équipe, et pas vraiment d'objectifs. C'était plutôt un certain nombre de tâches à effectuer pendant le trimestre pour les équipes. Voilà. Donc, on faisait ça dans un Google Sheet de manière collaborative. C'était un peu compliqué et finalement, derrière, on était quand même un peu frustré des résultats parce que c'était difficilement traquable. Les objectifs, plutôt les tâches que l'on mettait dans ces OKR, elles n'avaient pas tout de l'impact et on le savait directement, même au moment où on les écrivait, mais en fait, on essayait juste d'avancer là-dessus. Puis en fait, finalement, on a itéré. Il faut savoir que nous, les OKR, on les challenge et on les définit trimestre par trimestre, ce qui fait que en fait, la méthode, elle a énormément évolué pour passer plutôt d'un certain nombre de tâches à effectuer par équipe à des vrais objectifs d'équipe et d'entreprise qui sont suivis et partagés à tout le monde. Et du coup, ça veut venir là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'un bon OKR?
Qu'est-ce qu'un bon OKR? Je dirais déjà que c'est un objectif qui est clair et qui est partagé par un certain nombre de personnes, qui est compris. Nous, on a la particularité, je dirais, dans le produit ou la tech, d'utiliser pas mal de termes qui nous paraissent assez évidents, mais qui finalement ne le sont pas du tout avec d'autres équipes. Et donc, en fait, l'objectif des objectifs, j'allais dire ça, mais plutôt l'impact des OKR derrière, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne en fait le message que l'on souhaite faire passer. Donc, les objectifs, ils doivent être bien nommés, ils doivent être clairs, transparents et avec un certain nombre de KR qui suivent vraiment ces objectifs-là pour être mieux communiqués, mieux compris, mieux suivis. Ouais, c'est ça. Donc, les KR sont vraiment là pour mesurer l'atteinte d'un objectif. Exactement. Ouais. Les objectifs, pour moi, ils sont assez généraux. C'est vraiment, c'est ce que tu disais, Arthur, c'est plutôt une métrique à suivre dans le temps. Nous, c'est un peu pareil. Donc, les objectifs, ça va être quelque chose qui peut être suivi, mais qui ne va pas être chiffré. En revanche, les KR, on va les chiffrer en dessous pour atteindre cet objectif-là. Et du coup, on va parler peut-être d'un périmètre, du périmètre de l'entreprise. Arthur, tu disais que vous avez commencé par un pilote au niveau tech product. Savinien, toi, au début, c'était toute l'entreprise, c'était juste le product? Non, c'était toute la boîte. En fait, c'était les managers d'équipe qui s'occupaient de définir, alors avec des discussions avec leurs équipes évidemment, un certain nombre en fait de tâches à effectuer pendant le trimestre. Et voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, typiquement, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que toi, Arthur, de ton côté, c'est toujours product tech ou est-ce que ça s'est ouvert au reste de l'entreprise? Aujourd'hui, le pilote a été ça a été un succès pour la tech. Donc, on a décidé de l'étendre dans toute l'entreprise. Donc, on est passé à un système un peu plus commun où il y a des déclinaisons, un peu comme ce que tu disais, Savinien, où le codir définit vraiment des OKR de boîte qui sont valables peu importe le pôle. Après, chaque département va essayer de traduire les KR de boîte en KR de département, quoi. Donc, on traduit les KR de job teaser en KR produits. Ces KR produits sont toujours les KR annuels des squads. Par contre, il y a une dernière déclinaison quand même qui est faite où les squads font des déclinaisons au trimestre aussi. Un peu comme toi, Savinien. Nous, on est responsable un peu du KR annuel, quoique on commence à donner cette responsabilité aux équipes pour les engager, donc plutôt les définir en bottom-up, cela aussi, alors qu'on était en top-down avant, c'est sa dernière évolution. Mais les squads doivent, dans tous les cas, redécliner ça au format trimestre pour avoir un petit peu un horizon plus court sur lequel se piloter, quoi, et pas être trop longtemps, entre guillemets, largué dans la tempête, quoi. Voilà, et après, tous les départements ont adopté ce modèle. Bon, alors, c'est plus ou moins pertinent pour eux et c'est plus ou moins des vrais OKR, quoi. Il y a beaucoup de OKR de delivery. On voit encore des carrières un peu 0 ou 1, quoi. Sortir le plan marketing pour telle date, machin. Donc, on est quand même les plus purs, on va dire, côté tech. C'est pas encore partout pareil. Et toi, Savien, de ton côté, est-ce qu'il y a des différences entre l'implémentation dans les différentes équipes? Ouais, alors il y a quelques différences. Déjà, il y a la différence qu'il y a on a de plus en plus de personnes qui s'y sont intéressées et qui font l'exercice en fait consciencieusement. Et après, il y a des personnes en fait qui se sentent moins responsables d'écrire des OKR et en fait, ça se retranscrit dans les objectifs qu'ils définissent. Et donc, comme toi, Arthur, on a quelques équipes qui fixent certains objectifs un peu en mode binaire. Et je trouve que ça apporte peu de valeur finalement pour tout le monde derrière. C'est pas un objectif qui est clair, c'est plutôt une tâche qui pourrait se passer en une semaine et que l'on définit pour le trimestre. Donc, je trouve que ça apporte peu de valeur. Mais sinon, ce qui a évolué surtout, nous, c'est on a créé de plus en plus d'équipes. On a une forte croissance. Ce qui a été difficile, c'est d'embarquer des nouvelles équipes sur une méthodologie qui était finalement implantée depuis un certain temps et surtout faire évoluer cette méthodologie dans le temps au passage. Et donc, il y a eu quelques couacs des équipes qui ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de faire ça, des objectifs qui étaient mal définis, des KR qui n'étaient pas clairs. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser en 2019 en essayant de challenger finalement ce qu'on faisait tous les trimestres pour changer le format, définir des vrais objectifs, définir des vrais KR, faire en sorte d'impliquer plus de gens dans mon équipe aussi dans la définition de ces objectifs-là. Au début, je le faisais moi un peu tout seul de mon côté, je le présentais à l'équipe. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qui fait du bottom-up pour l'équipe. Et donc, finalement, ça se retranscrit sur ce que l'on va présenter au reste de l'entreprise. Un truc que je me permets de rajouter sur ce qui a marché pour la boîte, pourquoi on a décidé d'étendre et ce qu'on a gardé, même s'il y a des cas un peu binaires. Ce qu'ont vachement aimé les équipes et pas que l'équipe produit, c'était d'utiliser les OKR un peu comme moyen d'exprimer une stratégie en fait.
Donc, avant, ils le faisaient par des manières assez disparates et pas évidentes. Les OKR ont le mérite. Il y a 2 trucs pour lesquels ils ont du mérite. C'est un, ils forcent à exprimer la valeur qu'on souhaite à créer. Ça, c'est vachement bien. Et 2, ils forcent à le faire dans un format assez concis, quoi. On essaye de le faire, voilà, 2 objectifs, 3 ou 3 objectifs max. Donc, c'est devenu un petit peu au-delà de l'implémentation pure ou non de mettre des bons OKR. C'est devenu un super outil de communication pour tous les départements pour expliquer ce qu'ils voulaient faire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que nous, il y a eu de l'adhésion au niveau de la boîte aussi. Au-delà de la mesure en elle-même, c'est simplement l'outil un peu d'embarquement. Ouais, il y a un truc aussi qui est super intéressant avec ça, c'est qu'on essaie de définir des objectifs en fait qui soient motivants aussi. C'est relié à ce que tu disais, Arthur, c'est qu'on essaie d'embarquer le plus de gens possible dans la boîte, faire en sorte que les gens déjà les lisent et les comprennent, quitte à nous poser des questions. Mais en fait, ça a quand même un objectif d'équipe qui est de motiver l'équipe à atteindre un certain objectif et pouvoir le suivre. Trop bien. Et du coup, un peu une des questions clés de cet échange, c'est quel est le degré de bottom-up, de top-down? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est autre chose? Alors en fait, nous, la manière de définir les OKR, elle est plutôt simple. En gros, on essaie de définir des OKR d'entreprise. Donc c'est plutôt du top-down chez nous pour la partie OKR, mais je vais expliquer en fait la partie ensuite bottom-up qui vient en contrebalancer ça. C'est qu'on va définir des objectifs d'entreprise. Derrière, en fait, on va décliner ces objectifs d'entreprise en objectifs d'équipe. Donc en fait, moi, je vais avoir des objectifs pour l'équipe produit, mais ensuite, ce que je vais faire derrière, c'est que ces objectifs, en fait, pour les définir, je vais consulter mon équipe pour pouvoir proposer quelque chose qui aille dans la stratégie business de l'entreprise. Voilà. De notre côté, c'est un peu pareil. Le CODIR définit des OKR de job teaser, ça c'est top-down. Il y a quand même une phase de, comment dire, on le pousse aux équipes et on demande si elles ont des commentaires. Après, ce qu'on a changé en ce moment, c'est qu'avant, du coup, au niveau tribu, donc traduction des OKR d'entreprise pour le département produit, c'était le management d'une tribu qui le faisait. Donc nous, notre regard rapidement, on a moi qui est au niveau CODIR. Après, on a des head of product, des product directors au niveau tribu. Et après, il y a les product managers dans les squads. Donc c'était la responsabilité des chefs de tribe de définir les KR annuels de leur squad. Et ça a posé des problèmes parce que les équipes parfois n'avaient pas bien compris les KR et s'embarquaient dans l'année sans nécessairement avoir leur voix au chapitre ou même vraiment s'être impliqués dans leur construction. Donc on a un peu switché. Maintenant, les tribes, donc le product director, écrit une stratégie à long terme qui pense être la bonne, écrit ce qu'il veut faire dans l'année, mais pas sous forme d'OKR. Et en fait, c'est le jeu d'appropriation des PM que de eux, en fonction de ça, le traduire en KR annuel pour eux. Et ils le font ensemble avec la squad, il y a des ateliers. Et donc, ils nous présentent ça. Après, on les valide ou non, mais ça devient leur sujet, leur responsabilité de définir le KR annuel de leur squad. Donc, évidemment, on le valide, mais c'est dans leurs mains. Et au moins, après, ils se lancent l'année vraiment sur un truc auquel ils croient, auquel ils ont compris tous les rouages. Et voilà, entre guillemets, ça nous aide. Ça, c'est la dernière itération. Ouais, et du coup, là-dessus, je pense que ça, c'est un des points sur lesquels il y a énormément de différences. Typiquement des boîtes qui préfèrent tout faire bottom-up et donc générer des idées tout en bas, puis ensuite on voit ce qu'on a et on converge autour de l'entreprise, autour d'OKR d'entreprise. D'autres qui préféreront commencer plutôt par le CODIR et ensuite fonctionner en cascade. D'autres qui ne fonctionnent pas forcément dans une logique pyramidale, mais plus dans une logique de réseau, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont partagés par tous et qui ne sont pas liés nécessairement à un niveau. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui votre capacité à générer de l'alignement en ayant ce fonctionnement-là ou en fonctionnement comment est-ce que vous mesurez votre capacité à générer de l'alignement sans créer de la rigidité? Ok, tu veux dire dans notre équipe ou plutôt avec Au les niveau autres de l'entreprise, ouais. Ok. Moi, je dirais qu'en fait, on a beaucoup évolué là-dessus. C'est qu'au début, c'était assez rigide, c'était assez compliqué, c'était pas motivant, c'était à mon goût pas assez challengeant. En fait, on a essayé de vraiment switcher là-dessus. En fait, le fait de définir vraiment des objectifs d'entreprise, c'est pas un truc qu'on faisait au départ. Finalement, on avait des objectifs, mais qui n'étaient pas très clairs. Maintenant, ils sont très clairs, ils sont communiqués à l'avance. Et finalement, le fait d'avoir ça, c'est un bon support pour pouvoir décliner des vrais objectifs d'équipe. Et le fait d'inclure mon équipe dans la définition de ces objectifs d'équipe produits, et en fait, ça les aligne dans un premier temps. Ensuite, finalement, ils sont moteurs pour l'écriture, donc ils s'engagent
en quelque sorte dessus. Ils sont motivés. Moi, j'essaie vraiment de les challenger sur ces objectifs qu'ils définissent pour qu'ils soient encore plus challengeants s'il le faut. Et je trouve que ça fonctionne pas mal, pour être honnête. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui est engagée sur ces OKR. On fait pas mal de points dessus chaque trimestre et on regarde leur réalisation, quoi. De notre côté, il y avait un très bon niveau d'alignement au début. Vous savez, je vais parler du système simple pour commencer, où on avait vraiment juste le codir définissait des OKR. Il y avait 5 KR et la squad, c'était le KR. C'était super simple, du coup, on avait vraiment le moyen de beaucoup discuter. Et il y avait beaucoup d'alignement à ce moment-là. Et on a constaté une difficulté quand même quand on est passé sur ce format, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus abstrait de parler d'objectifs, enfin de key results, de mesures. Et finalement, on s'engage sur atteindre une mesure dans les OKR, on ne s'engage pas à livrer des fonctionnalités. Et une mesure, c'est plus abstrait qu'une fonctionnalité. Nous, voilà, parmi le codir, il y avait des gens qui pensaient sans cesse solution. Et quand est-ce qu'on fera notre chatbot? Et si on choisit ce OKR-là, est-ce qu'on le fera, le chatbot? Et ben, on ne sait pas, justement, c'est la beauté du truc, c'est que les équipes vont nous le dire, quoi. Mais du coup, ça nécessite quand même beaucoup plus de prendre le temps. Et c'était beaucoup plus, comment dire, bruyant, non optimal ces conversations. Il fallait quand même beaucoup d'intensité pour arriver à tous comprendre ce que c'était, à bien que tout le monde soit aligné et compagnie. Quand on a décliné le système avec des KR au niveau du codir et des KR au niveau des tribes, là, c'est un peu pété. Parce que justement, on n'avait plus le temps de faire ces discussions. On n'arrivait pas dans nos orgas qui étaient hyper compliqués, dans nos agendas de ministres, voilà, à trouver assez. Donc aujourd'hui, honnêtement, il y a plus d'alignement entre, on va dire, entre les PM et leur product director avec le process que j'ai décrit tout à l'heure. Par contre, on a un vrai sujet de faire reparticiper le codir à ça. Il y a un peu une frontière et entre guillemets, ils me font confiance quoi, sur ce qu'on choisit, mais c'est pas parfait. Et ça, il y a des problèmes derrière parce que comme ils n'ont pas participé assez à leur construction, derrière, quand on a des résultats qui soient bons ou mauvais, bah, ils ne savent jamais trop si c'est bien ou non. Enfin, il n'y a pas une adhésion parfaite. Et c'est une des difficultés quand même. C'est plus dur, je trouve, de parler de métriques et d'avoir une bonne conversation dessus que de parler de features. Et du coup, ça nécessite beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, on n'a pas encore bien craqué ce truc. Ouais, et du coup, Arthur, sur ce sujet, comment est-ce que les OKR, ça a permis d'autonomiser ou de responsabiliser les équipes? Alors nous, ça a été radical pour le coup parce que avant, bon, il y avait des débats de roadmap qui étaient faits, mais comment dire, je ne sais pas si c'est le cas dans vos boîtes, mais les roadmaps étaient quand même beaucoup poussés par le top management ou par les clients. C'était assez évident ce qu'on avait dedans, quoi. Et là, on a passé dans un paradigme où, boum, on a enlevé les roadmaps. Ça, c'était un peu ma volonté. On n'a plus de roadmap, on ne communique plus là-dessus, quoi. On communique sur les métriques qu'on va atteindre pour notre année et à plus petite échelle notre trimestre. Et du coup, bah, ça a mis les product managers, les lead développeurs, un peu les product designers, donc les trios un petit peu de pilotage d'une squad, dans une posture où eux, ils étaient dans le vide. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'essayer des choses, de eux-mêmes déduire ce qu'il fallait faire, entre guillemets, sans support externe, sans idée externe. Donc, ça a été pour eux un changement de métier, quoi. On est passé de product managers qui sont devenus un peu… Avant, ils étaient chefs de projet, qui sont vraiment devenus chefs de produit avec ça. Donc, il y a des profils avec lesquels ça a marché, il y a des profils avec lesquels ça n'a pas marché, quoi, parce que le métier est différent. Pour les product designers, c'est pareil. Entre guillemets, bah, ça a été fort. L'autonomisation, elle a bien marché pour le bien et pour le mal. Parce que quand ça marchait, c'était génial. À savoir, les product managers s'appropriaient vachement plus leurs décisions. Le succès, ils se l'attribuaient à eux-mêmes. La squad était ultra engagée. Par contre, quand ça allait mal, entre guillemets, quand le product manager, etc., n'arrivaient pas à atteindre leur carrière, choisissaient des mauvais projets, en fait, c'est à eux de porter tout seuls ces choix maintenant. C'est plus les choix de la hiérarchie, c'est plus les choix de quiconque d'autre des clients, quoi. Et donc, ça a fait un peu exploser des gens. Voilà. En plus, il y a un biais quand c'est comme ça, quand on laisse le choix vraiment product manager au niveau squad, c'est que le management, si on se rate, il se dit j'aurais forcément mieux fait, moi. Le CEO, il va se dire moi, ils se sont plantés, ils n'ont pas pris les bons trucs. Mais en fait, quand c'était avant le CEO qui définissait des trucs, je caricature, mais si on se ratait, c'était de la faute du CEO. Et là, entre guillemets, le CEO, il disait moi, machin, ok, il prenait compte maintenant quand le PM se rate, quand la squad se rate, c'est intégralement de leur faute. Et souvent, on se dit ils sont nuls. Du coup, ça conduit quand même à une augmentation de la pression hyper forte. Donc oui, autonomisation, ça c'est un côté. L'autre côté de la pièce, c'est que ça a été quand même très dur pour certaines squads, pour certains PM. Donc ça a été un peu soit ça cartonne, soit c'est extrêmement dur et on a eu des implosions assez conséquentes. Mais oui, nous, c'était l'autonomisation hyper forte. Et du coup, j'en profite, je continue. Comment est-ce que les OKR ont contribué aussi au droit à l'erreur? Cette capacité à expérimenter en fait et à prendre des risques?
Oui, 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 complètement, parce que ça, pour le coup, il a fallu même multiplier les erreurs pour arriver à trouver la vérité, quoi. Euh, les squads ont vite vu qu'entre guillemets, ils pouvaient plus se lancer dans des paris un petit peu comme avant, à se dire, allez, on va mettre 4 mois sur ce développement-là et on espère qu'il va atteindre notre métrique. Ils ont vu qu'il fallait découper en beaucoup plus petits lots et se tromper, mais se tromper très tôt, quoi. Donc ça a quand même fait partie du truc. Par contre, ouais, comment dire, ils sont quand même, enfin, les fois où ils ne l'ont pas fait, les fois où ils ont attendu 4 mois avant de shipper un truc, l'erreur, elle a été beaucoup plus durement acceptée, quoi. Ouais. Je vous disais. Donc un gros boost sur la culture de la frugalité. Oui, exactement. Ouais. Et Vraiment. Savinien, de ton côté, toi, comment est-ce que ça a permis l'autonomisation? Est-ce que ça l'a permis? Ouais, bah alors, en fait, nous, la roadmap, c'est vraiment très décorrélé des OKR. Le seul moment où ça se regroupe, c'est sur les objectifs, en fait, où on a une North Star métrique par chacune des tribus que l'on a. Et en fait, cette North Star métrique, on la rappelle du coup dans les OKR avec un certain nombre d'objectifs qui sont potentiellement des fonctionnalités ou des métriques à atteindre par les fonctionnalités développées par les feature teams pour atteindre cet objectif de North Star métrique. Et donc, en fait, ça permet pour chacune des tribus de définir sa propre roadmap qui va dans le sens d'une North Star métrique et dans les OKR, aligner du coup toute l'entreprise sur ces objectifs-là. Finalement, bah, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. L'équipe produit du coup a une certaine autonomie dans la définition de la roadmap et dans les métriques à suivre. Et finalement, bah, les managers derrière ou le reste de l'entreprise ont la possibilité de suivre ces métriques-là trimestre par trimestre. Donc, ça aligne tout le monde, quoi. Il y a encore du Ok. progrès à faire, mais en tout cas, je trouve qu'on a pas mal bossé sur ces sujets-là et on a pas mal avancé. Il y a encore beaucoup de chemin, mais il y a du mieux, quoi. Trop bien. Donc là, on a vu une partie de l'équation de notre question, c'est est-ce que c'est un levier d'autonomisation des équipes? L'autre partie, c'est est-ce qu'on en fait un outil de suivi de la performance et, entre guillemets, de la performance individuelle? Savinien, je te laisse la main. Ouais. Bah, en fait, du coup, nous, on définit donc chaque trimestre des OKR d'entreprise et d'équipe. Mais ensuite, derrière, ce que je fais, c'est que moi, je vais décliner ces objectifs d'équipe sur les lead products que j'ai dans mon équipe-là en objectifs individuels que eux doivent atteindre sur le trimestre. Donc, si mes deux leads actuellement en fait, remplissent leurs objectifs individuels, ils vont remplir en fait, les objectifs de l'équipe ou en partie. Et ensuite, moi, je leur demande de faire le travail d'aller faire la définition du coup d'objectifs individuels sous tous leurs managers. Et en fait, comme ça, si tous leurs managers arrivent à atteindre leurs objectifs individuels, le lead va atteindre ses objectifs individuels et donc une partie des objectifs d'équipe seront remplis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les trimestres. Ça prend beaucoup de temps à faire, à définir et à suivre, mais on a vu un gain de productivité en faisant ça depuis qu'on a démarré, quoi. Ah bah, c'est marrant parce que alors, nous, on a un paradigme assez différent, quoi. Nous, on a vu un gain de la productivité à l'autonomisation des gens parce que quand on leur a donné simplement la responsabilité d'atteindre une métrique et puis de faire les features, bah, c'était un peu un hackathon permanent la vie, quoi. Donc, ouais, les devs bossaient plus, les PM étaient à fond. Et je pense qu'il y a eu un niveau d'engagement dans la boîte et dans les projets qui a triplé, franchement. C'était super sympa à voir et ça l'est toujours. Par contre, enfin, personnellement, je suis assez contre comment dire, la déclinaison trop basse et l'objectivation dessus, enfin de mettre par exemple du variable. Je sais que c'est un sujet aussi, hein, sur l'atteinte ou non des KRB. Et ça a été le levier de faire. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, on se trompait dans la définition des métriques à suivre. Parce qu'en fait, ce n'est pas si évident de choisir la métrique parfaite pour traduire le succès d'une fonctionnalité. Et si on a choisi la mauvaise métrique, entre guillemets, bah, responsabiliser les gens à l'atteindre et leur mettre du variable dessus, c'est potentiellement délétère pour la boîte, quoi. Il y a aussi des questions de mesurabilité qui ne sont pas évidentes. De temps en temps, on voulait faire quelque chose qui n'existait pas encore, voilà, dont la mesure de la valeur, entre guillemets, on ne l'avait pas dans le produit, quoi. Et donc, du coup, de mesurer la performance là-dessus, bah, c'était en soi une incertitude, si on allait y arriver ou pas et si on allait arriver à la mesurer correctement. Donc, parfois, on a des équipes où, à la fin d'un premier trimestre ou d'un deuxième trimestre, ils ne pouvaient pas mesurer leur réussite et on a choisi de changer le KR, quoi. Et tout ça, c'est un petit peu difficile aussi. Je trouve que ça, quand on incentive un petit peu les gens trop bas à atteindre leur KR, ça les pousse à atteindre le KR à tout prix, potentiellement au détriment de la boîte.
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'exemple un peu caricatural qu'on donne à chaque fois sur les histoires de pilotage à la métrique, mais l'histoire des cobras en Inde, ça c'est le truc qu'on donne tout le temps. Mais ça illustre super bien le truc. C'est l'Inde, à l'époque, ils avaient trop de serpents dans les rues, quoi, donc ils ont mis une prime à ceux qui pouvaient tuer des serpents et en ramener en fait aux autorités de contrôle qui les comptaient et qui leur donnaient de l'argent. Donc il y avait une prime là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à faire des fermes à cobras, donc à élever des cobras pour les tuer et aller choper leur prime, quoi. Donc ça, c'est un exemple caricatural, mais qui illustre que parfois, si on met un CAIR et qu'on incentive trop les gens à l'atteindre, ils vont le faire au détriment du système. Donc oui, il y a des méthodes où on peut mettre des CAIR compensatoires pour vérifier que le Cobra Effect, machin, mais ça pousse à pas mal de complexité, quoi. Et le dernier truc aussi qui m'embête, moi, quand on incentive un petit peu les gens à les atteindre trop fortement, c'est qu'on va les pousser à la baisse, les objectifs, quoi. Les gens vont se dire, bah, si mon variable est calculé dessus, je vais plutôt négocier pour mettre un peu l'objectif en dessous que m'arrache. Donc nous, on est dans un système où, comment dire, on ne met pas trop de poids, paradoxalement, sur la mesure des KR et leur atteinte. On incentive les gens aux variables sur le CA de la boîte, qui est la seule métrique objective qui est stable et qui transmet l'effort. Et on part du principe que si on a bien bossé, on impactera le CA et qu'on aura du variable, quoi. Mais voilà, pour moi, je suis quand même un peu revenu en arrière sur ces histoires d'absolument s'en servir en outil de mesure de la performance. C'est marrant ce que tu dis concernant le variable. Alors, nous, du coup, il n'y a pas de prime de variable ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des salaires fixes. Mais en revanche, en fait, si on le décline on dira checklist ou OKR individuel, c'est plutôt pour pousser les gens à se dépasser à ce moment-là. Et en fait, on a vu un gain de productivité depuis qu'on a mis ça en place. Du coup, je pense que c'est un sujet connexe, mais on voit, hein, ça se voit en lisant un petit peu en ligne le fameux sujet des 75% ou des 100%. Typiquement, dans la culture plutôt, on va dire, américaine ou anglo-saxonne, ils vont mettre des OKR qui sont pas atteignables, en fait, qui sont seulement atteignables à 75%. Et en fait, pour les atteindre à 100%, il faudrait que tu aies un coup de chance énorme, que tout soit ouvert, que tu aies eu un soutien énorme. Et donc, ils mettent des carrières et des objectifs qui sont tellement ambitieux qu'on peut que les atteindre à 75%. 75%, c'est considéré comme un succès. Ça, en France, c'est pas forcément le même délire. On a un peu plus de mal à accepter des objectifs qu'on peut pas atteindre. Donc, comment est-ce que vous faites ça chez vous? Et notamment, on regarde si c'est un outil de performance aussi. Tu veux qu'on sortir? Vas-y. Je vois que tu es chaud. Ok. Alors, du coup, nous, on essaie de se dire que les objectifs, ils doivent être atteignables. Premièrement, on ne va pas aller chercher des objectifs impossibles à atteindre, mais en revanche, on veut qu'ils soient challengeants et ambitieux. En fait, ils ne sont pas inatteignables, mais presque. Mais je n'irai pas dire qu'on est sur un modèle américain, comme tu l'as cité, Alexandre. Donc, on essaie de trouver le juste milieu sur est-ce que c'est atteignable et est-ce que c'est challengeant ou assez challengeant pour une équipe. Nous, c'est un petit peu au cas par cas. Moi, j'ai des cas qui ont super bien marché dans le modèle américain. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, là, de PM qui s'est récupéré l'objectif de faire un produit qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, qui a 3 millions de potentiel, même dans ses KR, c'était de faire 400 000 euros dans un trimestre. Et après, c'est de faire 1,5 million, je crois, la première année sur son produit, ce qui était clairement des KR moonshot, quoi. Et ça a hyper bien marché parce que du coup, on n'a pas fait ce résultat-là exactement. On a fait un peu en dessous. Et je suis quand même intimement persuadé que si on avait mis un KR plus réaliste, on fait beaucoup moins de chiffre d'affaires au final sur ce produit-là, quoi. Bon, après, il y a plein d'effets. On parlait des effets Cobra tout à l'heure. Peut-être qu'on a trop forcé à faire du chiffre d'affaires aussi au détriment d'autres choses. Et sur ce produit, en l'occurrence, bah, on a un peu créé un saut percé, quoi. Voilà, il n'était pas rentable, donc on a été obligé de revenir dessus pour vous donner toute la vision quand même sur la chose. Donc, à mettre en regard de ce que je disais tout à l'heure sur l'outil de la performance, il faut se méfier quand même de trop incentiver sur les KR. Mais lui, c'était ça, quoi. Il avait son KR, faire son million. C'était devenu un entrepreneur, le type, et il s'est arraché comme jamais. Je pense qu'il ne se serait pas arraché si on n'avait pas mis un KR aussi gros, quoi. Par contre, on a eu des problèmes quand même avec ce genre de KR, c'est que le reste de la boîte, et notamment les sales, eux, sont sur des KR qu'ils atteignent tout le temps. Nous, les sales, le booking, il est fait et il est toujours fait à 100%, quoi. Et quand ils reportent dessus, 98%, c'est un échec. 70%, j'en parle même pas. 50%, les mecs sont virés. Enfin, je caricature, mais on n'est pas loin du compte, quoi. Et donc, quand il a fallu nous faire le reporting à toute la boîte de nos résultats et qu'on était à 60, 70 et qu'on disait c'est super bien, ils nous ont regardé avec des yeux de mutants. Genre,
vous vous foutez de notre gueule, les gars, quoi. Donc, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, hein. Je me rappelle d'une présentation où j'ai dû faire un petit peu des claquettes devant toute l'entreprise en expliquant que 70% c'était super. C'est comme si on passait du lycée à la prépa. J'avais fait toute une métaphore pour dire qu'en prépa, si tu avais 12, c'était génial et que tu pouvais quand même avoir Polytechnique ou les meilleures écoles. Donc, nous, on pouvait devenir premier avec 12, quoi. Mais c'était quand même pas évident. Il y avait beaucoup de pédagogie en plus. Voilà, donc ça a produit des résultats, ça a produit beaucoup d'engagement. Ça a aussi produit des problèmes derrière pour la surconcentration sur ces résultats. Et il y avait un effort de pédagogie à faire. Donc aujourd'hui, on essaye plutôt d'être dans des KR atteignables à 100%. Mais bon, si l'opportunité se représente de mettre un énorme KR pour motiver quelqu'un, je le ferai peut-être. Ah, c'est marrant. Nous, du coup, côté sales, c'est assez rare qu'on atteigne nos objectifs à 100%. On en fixe, on est assez persuadé qu'on va les atteindre, mais c'est rarement le cas. Ils sont trop challengeants, je pense. Est-ce que les OKR, c'est un outil de suivi de la performance ou un levier d'autonomisation des équipes? Alors moi, pour le coup, ça a été clairement un outil d'autonomisation des équipes, d'engagement des équipes, de décentralisation, de scale. Un peu tous nos objectifs initiaux, on les a un petit peu atteints, quoi. C'est plus scalable. On a régulé la surface produit aussi parce qu'on a arrêté de shipper des trucs qui ne marchaient pas ou on les a enlevés quand ils ne marchaient pas. Donc à 100%, quoi. Avec les caveats, désolé, un petit franglais au passage, avec les écueils, voilà, que j'ai décrits, c'est-à-dire que ça, à force d'autonomiser les équipes, ça leur a quand même mis beaucoup de pression et on a eu des implosions assez fortes, quoi. On parlait des coûts d'entrée un petit peu au système OKR. Bah, nous, les 6 premiers mois, il y a 50% des squads qui étaient en productivité négative, je pense. De passer de ce mode assez déterministe à un mode où on leur laisse beaucoup de pouvoir. Donc, c'était très dur. Ça a créé, je pense, au final, ça a fait beaucoup monter en compétences les PM. Aujourd'hui, c'est des vrais PM un peu plus à l'américaine, quoi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la métaphore, mais un peu plus CEO de leurs produits, quoi. Voilà, donc c'est super et on peut scaler là-dessus. On a une super école produit aujourd'hui dans la boîte pour apprendre ça. Donc aujourd'hui, on a meilleur compte d'embaucher des juniors, de les former avec un senior et après de les passer PM que de prendre à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, souvent, on ne trouve pas des gens assez bons dans notre système. Donc ça a marché en autonomisant. On a vraiment créé un système où les PM deviennent super forts et ça se passe bien. Par contre, voilà, on n'est pas suivi de la performance. Nous, pas trop. On définit souvent des mauvais KR. Donc, ça ne sert à rien de suivre la performance dessus. Parfois, il y a des effets, comme je vous l'ai dit, un peu vicieux à définir des KR forts. Donc, on valorise plus l'apprentissage. On parlait d'apprentissage tout à l'heure, hein. Donc, je préfère. En plus, on n'en a pas parlé, mais il y a la chance aussi qui rentre vachement en jeu. Des fois, on fait le mauvais truc et on atteint son KR parce qu'on a du cul. Pardonnez-moi l'expression. Alors qu'il y a une squad qui va faire exactement ce qu'il faut avec la bonne démarche de découverte, avec les bonnes itérations et qui ne va pas atteindre son KR parce que c'est vachement dur. Quel squad tu as envie de récompenser dans ces moments-là? C'est pas facile. Donc nous, on favorise un petit peu plus l'apprentissage, le fait d'avoir une vraie démarche produit et les décisions qui ont été prises et qu'ils soient capables de nous les expliquer, de nous les justifier à travers l'arbre d'opportunités qu'on a décrit tout à l'heure, plutôt que l'atteinte elle-même de ces carrières qui peuvent ne pas être les bons ou qui peuvent être de la chance. Donc c'est notre parti pris. Après, voilà, c'est un peu… c'est polarisé. Ok, super, merci. À toi, Céline. Ouais, alors moi je dirais que c'est un peu des deux. Pour le suivi de la performance, en fait, ça nous aide vraiment d'un trimestre à un autre de suivre la performance un peu globale de l'entreprise. Ensuite, nous, pour l'équipe, le suivi de la performance, il se fait plutôt via du coup les North Star métriques qu'on a par tribu, plutôt que les OKR. Et pareil pour les performances individuelles, c'est plutôt les OKR individuels qu'on va décliner, qui proviennent des OKR d'équipe. Ensuite, pour la partie apprentissage, en fait, je m'y retrouve un peu dans ce que tu dis, Arthur, parce que pareil, pendant longtemps, en fait, nous, on s'est dit qu'on voulait vraiment senioriser nos process, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, on n'a aucun mal à recruter des juniors, essayer de les former au sein en fait, d'une tribu où il y a des gens qui étaient avant juniors, qui sont seniors maintenant et qui ont évolué avec la boîte. Donc, ça nous aide énormément aussi à ce niveau-là. Trop bien. Mais merci beaucoup à tous les deux. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez un outil de suivi pour les OKR et lequel? Moi, j'en ai pas. Nous, c'est des jolis PowerPoint que les PM et le reste de la boîte met à jour un petit peu chaque trimestre. Comment dire? Pour moi, l'échelle à laquelle tu suis ton KR, c'est pas forcément de le suivre pertinent de le suivre au jour le jour. Donc, quand on le fait, on a des dashboards un peu simples, voilà, sous Tableau ou des outils d'analytics, quoi. Mais on n'a pas un outil type Javelot ou je sais pas quoi qui nous permet de voir toutes les KR de la boîte et leur atteinte. Ça va aussi avec notre positionnement de dire que c'est pas tant un suivi d'outils de la performance que d'explication de strat, d'autonomisation des équipes.
voilà, on n'a pas d'outils aujourd'hui, tout le monde peut aller voir comment ça se passe. Nous, c'est un peu pareil. On n'a pas vraiment d'outils. En fait, on utilise des Google Slides tout simplement, où en fait, on a nos objectifs par équipe qui sont définis avec une espèce de petite rétrospective des objectifs du trimestre précédent. On les suit trimestriellement. Et ce que l'on fait, en fait, c'est que donc, une fois par trimestre, tous les managers vont se connecter sur un Google Meet avec toutes les Google Slides affichées. On va faire une lecture silencieuse par manager de tous les OKR de la boîte, mais également des équipes. Et ils vont pouvoir poser en fait, des questions directement en commentaire sur ce Google Slide. Et ensuite, on fait une partie réponse aux questions posées par les managers. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça passe rapidement sur les slides. Et s'il y a des questions, en fait, on s'y attarde un peu pour essayer d'y répondre. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un commentaire de Julien. C'est vrai que on voit pas mal de SaaS qui se lancent dans le monde des OKR. Et au final, on voit que les gens préfèrent rester sur Excel ou sur Slide, d'ailleurs plutôt sur Slide, parce qu'au final, c'est plus, les OKR, c'est limite un outil de communication, quoi. Et du coup, les slides, c'est. Et de collaboration surtout. Enfin, c'est ouais, c'est ça, super ouais. important de faire collaborer tout le monde et poser des questions, etc. Enfin, c'est vraiment un moyen très simple de mettre en place des OKR maintenant. Enfin, je trouve que c'est vachement bien, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que je vois que tous les SaaS qui se lancent autour de ça, c'est pas un exercice facile, hein, c'est clair, mais se casse un petit peu les dents sur ce sujet parce que, comme on le voit, il y a tellement de manières différentes manières d'implémenter les OKR que c'est hyper dur de faire quelque chose de standard ou d'applicable à tout le monde. Ouais, Maxime a une super question, Maxime Armand. Comment aligner les OKR produits et les OKR de sales? Et donc ça, c'est lié à un sujet, je pense, qui est assez passionnant, c'est quand on passe les OKR au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on gère les adhérences? ça c'est toute la difficulté de l'exercice, hein, c'est qu'on travaille de façon la plus alignée possible, quoi. Alors nous, quand c'est possible, on a des OKR qui sont partagés. Je vous parlais du OKR tout à l'heure de booking sur le nouveau produit. Il était porté autant par le product manager et sa squad que par les sales qui étaient en charge du lancement du produit, quoi. Donc le 1 million d'euros à la fin de l'année, ils en étaient tous les deux responsables et ils avaient le même KR. Ça, le problème, c'est que ça sous-entend garder des KR qui sont très haut niveau, quoi. Voilà, parce qu'à partir du moment où tu les déclines dans un langage produit, tu ne peux plus mettre les sales dessus. Mais moi, j'étais plutôt fan de ce truc-là parce que ça force les départements à s'entrechoquer, ça force les gens, entre guillemets, à s'aligner pour atteindre le fucking objectif, quoi. Au bout du compte, quoi, aller plus loin que leur périmètre. Aussi, le product manager, il s'intéressait à comment était fait le go-to-market, il s'intéressait au discours de vente, il allait avec les commerciaux voir, entre guillemets, si c'était conforme à la vision qu'il avait de son bébé. Et ça, c'était super. Donc, tant que possible, nous, on essaye d'avoir des KR qui sont 100% partagés et qui restent assez haut niveau. Le risque de ça, c'est que ça guide pas beaucoup les équipes produits sur quoi faire. Parce que si tu restes un KR de booking, tu as 1000 options pour le faire. Donc là, c'est là qu'il y a un rôle quand même fort, nous, des head of product, de moi, de tout le monde, pour essayer de les canaliser quand même et de leur donner un peu une orientation. Voilà, ils sont quand même libres de ne pas la prendre, mais là, c'est important. Donc, on a toute une batterie d'outils. Hein, on pourra en reparler. On avait fait des confs là-dessus chez JobTeaser sur ce qu'il y a à côté des OKR pour guider les équipes. On avait une vision produit qui était très claire. On a 10 principes produits que tu dois respecter. On a quand même des choses pour mettre un petit peu des rails, des guidelines, quoi, pour faire en sorte qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Mais moi, c'est ça, rester un quart assez haut et le partager sur plusieurs équipes quand c'est possible. Il y a des fois où ce n'est pas possible et c'est là, honnêtement, c'est la galère. Nous, c'est un peu pareil. En fait, alors, c'est un peu plus global que l'équipe sales. En fait, on a régulièrement des OKR qui sont définis du coup à plusieurs équipes différentes. Donc, on peut avoir des sales, du marketing, etc., qui s'y retrouvent au même endroit. Et un peu comme Arthur, en fait, tout ça, en fait, c'est le fruit de discussions entre équipes, que ce soit du coup des lead product chez nous qui parlent avec des personnes au marketing, etc., qui voient des dépendances du coup entre objectifs d'équipe. En fait, ils vont essayer de s'accorder sur un seul objectif qui est commun aux deux équipes avec des KR qui sont peut-être partagés selon est-ce que c'est du produit, est-ce que c'est du marketing, par exemple, etc. Ouais, et du coup, pour ajouter là-dessus, tout l'enjeu, c'est de faire coïncider des équipes qui sont plutôt orientées impact, les tribus, les squads, et des équipes qui sont plutôt orientées expertise ou métier, le marketing, les sales, etc. Et donc, c'est limite perpendiculaire et c'est assez difficile à croiser, quoi. Ouais, moi, ce que je trouve compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a l'information assez tard parce qu'on donne une deadline pour remplir des objectifs, mais finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir des dépendances à ce moment-là
alors que c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement anticiper. Et c'est vrai que, en fait, on a le cas à chaque fois. Chez nous, on n'a pas vraiment on n'a pas trouvé les bonnes actions à prendre pour contrer ça. Et j'ai l'impression que finalement, c'est à ce moment-là qu'on doit discuter entre équipes pour définir un plan commun. Sur ce que tu dis, ça veut dire, mais c'est bosser en équipe. Je trouve que de mettre des KR communs, c'est bien, mais comme tu dis, des fois, on se rend compte de dépendance super tard, quoi. Nous, un truc sur lequel on converge de plus en plus qui marche, c'est que les squads, elles ne soient pas uniquement produits et tech, qu'on inclut dans le quotidien des gens business dedans, pour qu'entre guillemets, ils se posent un peu ils bossent de la même manière tout le temps. Alors ça, on n'y est pas encore, hein. On commence à avoir des marketing owners, par exemple, dans les squads, quand on a des trucs communs, par exemple, sur des squads où il y a de l'acquisition qui est hyper importante, quoi. Et voilà, ça évite un peu que les gens restent. Le problème des dépendances qui sont découvertes trop tard, c'est un peu les silotages, quoi. C'est les gens évoluent chacun de leur côté et on se rend compte 3 mois après que merde, le produit que vous avez sorti, là, par exemple, on n'a pas les ressources pour le lancer parce qu'on n'a pas de product marketing super. ça nous est arrivé maintes et maintes fois. Donc voilà, on essaye d'avoir des équipes en fait qui travaillent sur le même rythme au sein de la même squad et d'étendre le concept de la squad à d'autres métiers. C'est une vision, on commence, mais voilà, c'est peut-être une manière de résoudre ça. Ouais, Ouais, en fait, c'est ce qu'on a fait aussi. Chez nous, du coup, on a mis en place un système qu'on appelle les KBS, c'est les Key Business Stakeholders. En fait, c'est des personnes métiers qui viennent se joindre du coup au feature team pour les aider à mieux construire le produit, prendre les bonnes décisions et surtout avoir toutes les ressources, que ce soit sales, marketing, je sais pas, strat, pour pouvoir avancer plus sereinement. rapidement, sur un OKR partagé, par exemple, entre sales et product, qui a l'ownership? Qui a la responsabilité? Comment est-ce que vous déterminez ça? Bah, ça, c'est un peu pénible parce que ça force à abandonner l'idée qu'il y a un seul responsable. Mais c'est là que c'est dur, typiquement, et que ça demande, comment dire, que chacun se motive et qu'on suive le truc à plusieurs. Mais c'est un des défauts. Honnêtement, on n'a pas trouvé de réponse à ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le cas d'un lancement de produit, bah, c'est dur, on peut tous surfiler la balle, hein. Les sales peuvent dire, bah non, on n'a pas le product marketing qui nous a aidé à faire des sales materials, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas atteint. Le product marketing peut dire, ouais, mais c'est parce que le produit n'est pas prêt, je ne peux pas, entre guillemets, correspond pas au client. Et le produit peut dire, bah, c'est le product marketing ou les sales qui font pas leur boulot, quoi. Donc ça, c'est hyper dur. On essaye de faire en sorte que les équipes bossent un peu main dans la main et se concentrent sur l'objectif. Mais bon, ça marche pas toujours. Donc ça, ça impose de ne pas avoir d'honneur unique, je trouve, ce fonctionnement. C'est peut-être pour le bien, pour la communication, mais pour le mal, quand il y a, entre guillemets, les choses à régler, bah, il n'y a pas un responsable. Il y en a 3 ou 4 à chaque fois. Bah, nous, on a le même problème. On n'a pas réussi à craquer ça. On avait essayé plusieurs choses. Par exemple, dupliquer l'OKR du coup d'une équipe, dans une équipe et dans une autre, avoir le même OKR pardon, dans 2 équipes différentes. Mais finalement, derrière, cette notion d'ownership, bah, on la retrouve pas non plus de cette manière-là. Ensuite, on est revenu à mettre l'OKR dans une équipe ou dans l'autre, etc. Mais bon, il faut juste discuter. En fait, je pense que le plus compliqué, c'est de savoir où on se trouve au niveau des objectifs à tel moment et ensuite savoir quelles actions on va prendre derrière pour essayer d'atteindre les 100%. Ok. Mais c'est compliqué. On a une super question de Claire Dutu qui est, du coup, il y a un autre sujet dont on voulait parler, c'est la question des budgets, des ressources. Donc, notamment, est-ce qu'on fait les budgets avant les OKR ou les OKR avant les ressources, les budgets, et surtout, typiquement, Arthur, toi, tu disais que les OKR avaient aidé à abolir la roadmap. Comment est-ce qu'on détermine les ressources nécessaires pour l'atteinte des KR si on n'a pas de roadmap, si on a des OKR? Alors nous, c'est fait assez simplement. On va dire il y a le budget qui est fait, enfin, il y a l'exercice de budget un petit peu, mais plus de choisir les KR et leur, entre guillemets, leur niveau qui est fait dans un premier temps. Et après, c'est la responsabilité des équipes de dire, OK, quelles ressources on doit mettre en face pour y arriver, quoi. Donc nous, on va faire un petit peu abstraction, par exemple, en tant que codir ou en tant que tribe des ressources, et c'est eux qui vont nous dire. Soit il y a un scénario où ils ont les ressources, et c'est ce qui correspond actuellement, en ce cas, on ne se pose pas la question, c'est cool. Soit ils ne les ont pas, et donc viennent 2 options, leur donner plus de ressources ou abaisser le KR, quoi. Donc c'est un peu un retour qu'ils doivent nous faire. Et souvent, là, c'est le jeu des équipes aussi, de se mettre dans la peau de l'entrepreneur, j'ai mon objectif, de quoi j'ai besoin pour y arriver, et de nous faire une réponse un peu pertinente. Donc il y a un peu un jeu de négociation qui se fait. Donc on fait des KR, les équipes nous disent les ressources qu'il faut, et après on fait des arbitrages, et une fois qu'on est content, on se lance. Ça commence en septembre et ça se finit en décembre pour lancer l'année d'après en général.
Même chose, j'ai envie de dire. En fait, on a des discussions pour savoir en fait quelle est la vision produit que l'on veut avoir pour l'année suivante dans les grandes lignes et du coup, combien est-ce qu'il nous faudrait d'équipes pour pouvoir atteindre cet objectif qu'on fixe sur papier. Alors là, pour le coup, on prend un objectif qui est très ambitieux. C'est quelque chose, on sait d'avance qu'on ne l'atteindra pas, mais ça nous permet en fait de définir un budget qui est plus grand pour avoir plus de marge de manœuvre pendant l'année à suivre. Mm. Ouais, un truc à rajouter aussi par rapport à ce que tu dis, Savinien, c'est qu'il y a en fait cet exercice de budget, il se fait à tous les niveaux. Donc nous, il y a d'abord le niveau, il y a le codir qui définit les carrières de boîte, entre guillemets, et moi, mon niveau, au niveau du portefeuille produit, je dois un peu dire est-ce que j'ai le nombre de squads nécessaires pour l'atteindre ou pas, quoi. Ça, c'est à mon niveau. Et après, il y a l'arbitrage, oui, on ouvre plus de squads ou non, on baisse les objectifs. Et après, pareil, quand on met le quart pour la squad, bah, eux nous font le même retour, quoi. Oui, est-ce qu'on a les bonnes ressources? Non, il nous faut plus de back, plus de front. OK. Donc voilà, ça cascade un petit peu avec ce processus d'objectivation. Je dis les ressources, j'arbitre à tous les niveaux. Ouais, même chose. Vous deviez faire des recommandations ou donner des conseils aux gens ici qui nous écoutent. Ce serait quoi pour se lancer dans les OKR? Et c'est quoi les prérequis aussi? Est-ce que n'importe qui peut faire des OKR? Moi, ce serait de faire simple. C'est le truc le plus important pour commencer. Je pense que 80% des échecs des OKR sont liés à une implémentation usine à gaz au début. Donc, commencer super simplement, quoi. Ça, c'est sûr. De deux, peut-être ça peut être un outil de la perf pour reboucler avec le thème un petit peu qu'on s'est fixé aujourd'hui, mais peut-être pas tout de suite. Donc, vous allez vachement vous tromper dans la définition des KR au début, même dans leurs mesures. Donc, ça va vous servir les premières itérations, entre guillemets, à devenir bon là-dedans et aussi à avoir la data qui back un petit peu vos mesures parce que des fois, voilà, on n'a pas des bons pipes de data, des fois la data est fausse, donc ça va vachement vous améliorer sur le plan de la donnée en règle générale, mais il faut du temps pour ça, quoi. Donc voilà, commencez simple, peut-être commencer à en faire surtout un vecteur pour parler de la strat en vous attendant à ce que vous plantiez pas mal, quoi. Attendez-vous à ce que les équipes aussi, si vous allez dans notre degré d'autonomisation dont on a parlé, elles se ratent, surtout les 6 premiers mois, quoi. Donc, faut être OK avec avoir de la productivité négative pendant un moment, quoi. Par contre, voilà, les bénéfices, on les a décrits. Ouais. Bah, moi, demain, si je devais rejoindre une boîte qui n'a pas d'OKR, ce que je ferais déjà, ce serait utiliser un support simple, je ne sais pas, en Google Doc ou un Google Slide, peu importe le support, mais quelque chose de simple et collaboratif, et de tester en fait sur une équipe, sur sa propre équipe. En fait, ça va permettre d'améliorer déjà la définition des objectifs d'équipe. Peut-être que ça prendra plusieurs trimestres, mais finalement, à la fin, vous serez en retour, vous pourrez faire un retour d'expérience aux autres équipes en expliquant en fait, les bienfaits de la méthodologie sur votre équipe et comment est-ce que ça peut pousser les autres équipes à s'améliorer et potentiellement la boîte à grossir. Ouais, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire ce parallèle avec d'autres méthodologies ou d'autres formes de change. Commencer petit, simple et itérer et après le faire grandir comme un produit, quoi, en fait. Et ouais, exactement, d'être agile. Merci à vous deux, c'est top. Merci beaucoup Alexandre pour l'orga et Savinien pour la discussion. C'était très agréable. Merci Arthur, merci Alexandre. Merci Claire aussi. Ladies and gentlemen, right now.